Bien, mes chers amis, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. On a été plus de 1000 inscrits ce matin, ce qui était absolument formidable de se dire qu'après municipales européennes, autant de conseillers nationaux avaient décidé de répondre au présent. On est finalement un peu moins nombreux grâce à nos amis de la SNCF. Et donc, je souhaite saluer à travers vous toutes celles et tous ceux qui nous ont envoyé des textos en disant « Je suis arrêté, je suis calé au quai de ma gare, je ne peux pas venir, je n'ai pas de train, bref, etc. » Mais je trouve que c'est extrêmement réconfortant que nous soyons, pour une journée de travail, aussi nombreux. On a essayé de faire ce Conseil national de la façon la plus démocratique, vivante possible, avec des échanges avec la salle. On doit en effet encore s'améliorer, Jean-Christophe. Mais je trouve qu'on commence à voir comment les choses pourraient se passer et comment ces conseils nationaux pourraient s'organiser. Alors, mes chers amis, pour rédiger mon discours, je cherchais, dans notre histoire récente et moins récente, si nous avions été, nous, Français, confrontés à une situation semblable. Un abîme de morosité et de pessimisme dans une société qui a perdu ses repères, qui a perdu sa confiance, et dont la tentation à la fois bonapartiste et de régression nationale ou nationaliste s'accentue à peu près chaque jour. Est-ce que l'exemple, c'est 92-93, la fin des années Mitterrand, la déliquescence du PS dans les affaires Pelat-Tapie, le gang des safranes, des ministres qui ne pouvaient plus sortir de leur ministère, une économie atone. Beaucoup de points communs ont beaucoup de similitudes, mais en fait avec une vraie différence de taille. L'opposition était en état de marche, le RPR et l'UDF étaient là pour assurer l'alternance. Nous avions d'ailleurs fait les états généraux au début des années 90. Alors remontons un peu plus loin dans notre histoire politique, 1958. Oui, une vraie crise de régime, l'hallali de la quatrième, l'impuissance de l'État et des institutions bancales emportées par la décolonisation. Comme aujourd'hui aussi, des finances en mauvais état, on allait chercher l'argent à Washington pour payer les fonctionnaires. Mais là aussi, il y avait une différence de taille avec ce que nous vivons aujourd'hui. On avait la croissance, une croissance de 5% par an, on était dans les 30 glorieuses, il y avait le plein emploi, on construisait l'Europe autour des idées centristes, on avait des projets plein les cartons, qui d'ailleurs souvent ont été à tort attribués à la Ve République. Donc vous voyez, à mon sens, notre référence pour cette tension démocratique, économique, morale autant que sociale, je dirais que la référence est plutôt 1934. Les affaires Stavisky et consorts, les lignes d'extrême droite qui défilent la canne épée à la main, la montée des nationalismes, la démocratie aux abonnés absents et la République qui vacille. Alors on dit toujours, ça ne peut pas nous arriver. La Ve République est trop solide. Les gens ne laisseront pas faire, ils réagiront. Je pense aussi qu'à cette époque, on se disait la même chose. Ils réagiront. Je pense qu'à cette époque, personne n'évoquait qu'un Parlement finirait par donner les pleins pouvoirs à Pétain, par une majorité pourtant de députés républicains. Et puis un autre jour, ça a été aussi le putsch des généraux. Et puis un autre jour, ça a été aussi le général de Gaulle se rendant à Baden pour s'assurer de la confiance des armées. Et on voit alors qu'une démocratie peut vaciller, que la nature humaine peut préférer l'autorité à la liberté, d'autant, en fait, que si on réfléchit bien, beaucoup de nos compatriotes rêvent aujourd'hui de foutre le système par terre. Oui, c'est un des sujets majeurs qui est devant nous. Faut-il une 6e République? Nous l'évoquions tout à l'heure avec Michel Piron en aparté. Un jour, pas si lointain, mes chers amis, il faudra se poser la question. Que faire d'un pouvoir qui est illusion d'efficacité et réalité de médiocrité? Ces préfets, regardez-les, ces recteurs, ces directeurs d'administration centrale, le doigt sur la couture du pantalon, les discours d'impuissance de François Hollande que nous entendions ce matin, toutes ces soi-disant décisions qui finalement ne font qu'un clapotis dans l'océan ou sur l'océan de la mondialisation. Un système incapable de se réformer,
incapable de se réformer au point qu'il compense la réforme par la production insensée et infinie de normes. Que faire d'un système quasi monarchique qui dégénère, corrode, corrompt notre démocratie? Que faire de cette élection présidentielle qui rend complètement dingo la classe politique française? Que faire d'un mode de scrutin à l'Assemblée nationale qui donne à deux partis qui font moins de 40% des voix la quasi-totalité des sièges? Quelques-uns, j'en suis sûr, vont une nouvelle fois m'expliquer « tu as raison, peut-être, mais l'essentiel c'est le chômage, la dette, le plein emploi, les salaires, ce ne sont pas les institutions ». Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas mon avis. Moi, je crois qu'il y a un lien très fort entre la déréliction de nos institutions, et notamment cette folie de l'élection présidentielle, et notre incapacité à réformer et à remettre notre pays dans la bonne direction. Oui, Philippe, il faut du courage, oui, il faut de la vérité, mais faut-il encore avoir des institutions qui soient en capacité d'emmener la transformation du pays? Et faites la comparaison avec l'Allemagne. Et moi, je vous dis, il y a bien un lien entre la tempérance et l'équilibre de son système parlementaire et ses résultats économiques. C'est parce qu'il y a de larges majorités qu'on est capable d'engager la transformation du pays. Oui, même si c'est compliqué, car je sais l'attachement des Français à l'élection présidentielle. Il faut leur dire que la restauration de notre économie, notre capacité à gérer la transition de notre pays vers le monde nouveau, la prise en main des 4-5 grands sujets majeurs de ce début de siècle passe aussi et d'abord par une révolution institutionnelle. Et pour moi, c'est une 6e République combinant régime parlementaire et fait majoritaire, comme le prévoyait Michel, la 5e République avant l'attentat du petit Clamart et la révision de 62. Sans changement démocratique profond, je vous le dis, on n'arrivera à rien. Aujourd'hui, l'élection présidentielle est devenue non plus le grand rendez-vous démocratique de notre pays, mais le grand rendez-vous démagogique. Un immense jeu de farce et attrape pour quelques gogos qui y croient encore. Et je mets un petit coup de 75% de taxation pour récupérer l'extrême gauche. Et je mets une petite dose de fonctionnaires avec 60 000 enseignants pour récupérer la fonction publique. Et je mets un petit zeste d'écologie avec la fermeture de Fessenheim. Et voilà comment on construit des programmes sans cohérence dont on sait qu'on ne sera pas capable de les appliquer. Un programme dont, évidemment, pas une seule des promesses se réalisera et qui générera un énorme sentiment de défiance et de rejet, non pas seulement de ceux qui sont arrivés au pouvoir, mais de tous ceux, comme le disait Philippe, qui se sont succédés au pouvoir. Et pendant ce temps, mes chers amis, on accuse Marine Le Pen d'avoir un projet qui ne tient pas la route, c'est vrai. Je dis et je répète que le programme de Marine Le Pen est un programme, cher Yves, national, socialiste, qui est plus à gauche que le programme de Mélenchon, qui prévoit nationalisation, qui prévoit taxation d'enfer, qui prévoit augmentation de la fonction publique, qui est un programme que même Mélenchon n'oserait pas signer. Mais on ne peut pas, j'allais dire, lui reprocher cela quand nous-mêmes, souvent, n'avons pas de cohérence sur notre propre programme. Voilà, à mon sens, la réalité des choses. Et voilà pourquoi cette période est si grave. Eh bien, mes chers amis, j'ai envie de vous dire, ne soyons pas ceux qui savaient et qui n'ont rien fait. Ne soyons pas ceux qui pouvaient et qui n'ont rien fait. Le PS est en lambeaux, l'UMP est en charpie, mais nous, centristes, et on l'a tous dit, et cette présentation des leaders de demain est un formidable message d'espoir, Chantal, eh bien, nous sommes debout, nous sommes vivants, nous sommes résolus et porteurs d'espoir, Jean-Christophe, comme tu le disais. Oui, il reste, heureusement, l'UDI pour dire non au Front National, oui à la démocratie, oui aux États-Unis d'Europe. Et ce qui nous doit nous mobiliser, c'est de devenir une alternative, une force politique indépendante des autres partis qui, eux, n'écoutent plus, ne regardent plus et ne gouvernent plus. C'est aux yeux
des Français l'émergence d'une force politique crédible, alternative à l'UMP et au Parti socialiste. Voilà l'enjeu de notre construction pour les prochaines années. Alors, mes chers amis, notre formation politique est toute jeune. Et pourtant, nous avons plus que jamais un devoir de responsabilité. Et notre première responsabilité, c'est de renforcer notre parti. Alors, le renforcer par toutes les initiatives qui ont été prises. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en quelque sorte, retrouver l'essence des 3 lettres UDI, Union, démocrate et indépendant. L'union d'abord. Beaucoup en doutaient. Vous savez, c'est les fameuses grenouilles dont on nous a parlé. Et pourtant, nous l'avons réussi. 5 partis politiques fondateurs, j'ai entendu le débat de ce matin, 5 partis politiques fondateurs, aujourd'hui beaucoup plus unis qu'on ne le dit. Et je vais vous le dire pourquoi ils sont beaucoup plus unis qu'on ne le dit. C'est parce que ces 5 partis politiques n'ont pas d'autre choix que d'être unis. Et que tout le monde sait que si l'un d'entre nous repart dans un chemin de traverse et repart dans un chemin seul, il est discrédité profondément et il disparaît de la scène politique, et que le seul moyen que nous avons à exister, c'est de rassembler et de rester ensemble. Des adhérents de plus en plus nombreux, des jeunes beaucoup, et qui veulent d'abord, nous l'avons entendu, un grand parti du centre capable d'incarner une alternative. Et comme l'a dit Philippe, nous le devons. J'avais Jean-Louis ce matin au téléphone qui me disait tu sais, finalement, j'ai presque plus d'émotion ce matin à ne pas être avec vous que je n'en avais lors du premier Conseil national, parce que, en quelque sorte, maintenant, le bateau, il avance sans nous, sans moi. Il avait un talent extraordinaire pour arranger les bidons, selon son expression favorite, mais cet esprit unitaire, il nous est précieux. Alors, cet esprit unitaire, il est beaucoup plus fort que l'idée des statuts, des déclarations, des organisations diverses et variées. Ça dépend d'abord et avant tout de vous, parce que vous pourrez faire toutes les constructions que vous voudrez, vous pourrez faire toutes les cohésions que vous voudrez, ou vous faire tous les rassemblements que vous voudrez. S'il n'y a pas d'esprit unitaire entre nous, ça ne marchera pas. Et je me permets de vous signaler que des partis unitaires montrent autant de capacité à se déchirer que des partis qui sont des partis plus fédéraux. Donc cette question-là, on doit aussi se la poser en regardant ce que font les autres. Comme démocrate, je continue. D'abord en appliquant cette décision à nous-mêmes. Vous déciderez bientôt de qui succédera à Jean-Louis à la présidence de l'UDI. Cette élection aura lieu au mois d'octobre et elle sera capitale dans le contexte de déliquescence démocratique que je vous ai décrit. L'UDI doit être exemplaire dans son fonctionnement interne, on en a parlé toute la matinée. Respect de notre charte, respect des statuts, respect du règlement que nous avons adopté, campagne interne propre, élection la plus transparente possible de notre président ou de notre présidente. Et surtout, évidemment, rassemblement immédiat derrière celui ou celle qui aura gagné l'élection. Mes chers amis, octobre sera un moment de vérité dont vous devez être les garants. Si nous ne respectons pas nos règles, je vous le dis, c'est toute notre union qui sera menacée, car dès lors, plus personne ne se sentira engagé par rien. Tout reviendra comme du temps d'avant l'UDI. Et je vous garantis que dans ce schéma-là, dans moins de 6 mois, nous serons la proie soit de l'UMP, soit du MoDem, soit des deux à la fois. Et puis je vais vous dire, si nous ne sommes pas capables de gérer parfaitement ce moment de démocratie interne, comment pouvez-vous espérer, un tant soit peu, gérer ensemble des questions beaucoup plus lourdes et beaucoup plus difficiles qui se poseront en 2015-2016, comme la satanée élection présidentielle ou comme celle des conditions de nos alliances. Comme indépendant, justement. Certains pourraient y voir une faiblesse. Pour moi, c'est une force. Dans un monde complexe, vous le savez, les pensées convenues échouent, alors que ce sont les pensées libres et indépendantes qui réussissent. Indépendant, ça veut dire aussi quelque chose de très simple. Ne soyons pas
dyslexique. UDI, même si ça peut m'arriver, UDI, ça ne veut pas dire UMP, pas plus aujourd'hui que demain. Je dis cela parce que j'ai entendu les sirènes d'Alain Juppé ou de Jean-Pierre Raffarin. Voyons-nous, parlons-nous, faisons enfin le grand parti de droite et du centre. C'est 2002, le retour. Ils nous refont le coup des boîtes de carottes et des boîtes de petits pois qui permettraient de faire la meilleure Macédoine. Eh bien, je vous le dis, moi je ne serai pas de cette histoire, même pas en rêve, mon cher Alain, comme dit ma fille de 19 ans. Vous les avez vus, vous, mes chers amis, les centristes à l'UMP? Regardez leur président depuis 2002. Juppé, RPR. Sarko, RPR. Devedjian, RPR. Bertrand, RPR. Copé, RPR. Et demain, re-Juppé ou re-Sarko. Et ils sont où, les centristes? Regardez les successeurs potentiels. Fillon, RPR. Pécresse, RPR. Bertrand, RPR. Wauquiez, RPR. Barouin, RPR. Lemaire, RPR. NKM, RPR. Et vous voudriez que cela s'appelle un parti de droite et du centre. Eh bien, non. Eh bien, non. Eh bien, non. Eh bien, mes chers amis, je me permets de vous préciser que, par ailleurs, parce que les journalistes me posaient la question, j'en fais une petite incidente, l'UMP n'explosera pas parce qu'elle vit, certes, un moment difficile, mais elle vit un moment difficile comme tout parti politique dominant qui vient de perdre une élection présidentielle et législative. Parce qu'ils savent tous que leur système leur permet de garder le pouvoir et de se l'accaparer successivement, une fois à toi, une fois à moi. Et que vous assistez simplement à un phénomène de décomposition-recomposition, comme toujours au lendemain d'une élection perdue, par un parti dominant qui redistribue les cartes avant de repartir à l'assaut. On nous a expliqué que le PS allait éclater en 2008, il n'en a été rien. Et je vous le dis, l'UMP n'éclatera pas plus en 2014 ou 2015. Et si vous voulez en être convaincu, j'ai retrouvé cette petite phrase de Tocqueville qui résume parfaitement les choses. En politique, la communauté des haines fait presque toujours le fond des amitiés. À entendeur, salut. Alors, le grand parti de droite et du centre, pour résumer, je crois, notre opposition commune, c'est très simple, c'est l'UMP d'un côté et l'UDI de l'autre. Oui, comme je le disais hier sur un média, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Ce qu'il nous faut, c'est un grand parti de droite fort, c'est leur boulot, et il faut un grand parti du centre fort, c'est notre boulot, mais certainement pas un parti obèse, tellement sans architecture qu'il devient difforme, ou encore pas un parti albatros que ses ailes de géant empêcheraient de marcher. Voilà, à mon sens, ce que nous devons dire à nos amis de l'UMP qui nous expliquent qu'on pourrait refaire le coup de 2002. Et notre but sera clair, je vous le dis, 1. Peser suffisamment dans la majorité de 2017 pour forcer l'UMP à signer un contrat de gouvernement avant l'élection, et 2. Réussir à leur passer devant, peut-être aux législatives de 2017, mais plus probablement aux législatives de 2022. Souvenez-vous simplement le chemin qui a été parcouru pour les plus anciens d'entre nous par l'UDF entre ce qu'elle a été au début des années 70 et, Louis, ce qu'elle a pu devenir lorsque ton père est devenu président de la République. Alors, j'oubliais le dernier point. Indépendant veut dire, je le dis à ceux qui ont porté une motion différente ce matin,
indépendant aussi du MoDem. Nous avons fait un cartel électoral, très bien. Maintenant, que fait-on? Y a-t-il un chemin entre la petite aventure extra-conjugale d'une nuit et l'autre, le mariage en grande pompe dans les salons du château de Pau? Je vous rappelle que le cheval est peut-être encore à l'écurie, mais il est déjà scellé. À vrai dire, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une ligne de crête à rechercher. Il faut que nous en débattions démocratiquement, et d'ailleurs, Jean, ça sera un des sujets de la présidence de l'UDI, nous sommes parfaitement d'accord. Non pas pour passer par pertes et profits ce que nous avons construit ensemble, notamment pour les européennes, je pense que ce serait idiot, mais à mon sens, comme je vous le disais ce matin, continuer à dialoguer, à débattre des grands sujets pour partager des solutions communes. Ni plus ni moins pour le moment, et nous verrons bien, après ces forums communs, ces séminaires, ces périodes de réflexion, si nous sommes prêts à aller vers autre chose dans 1 ou dans 2 ans. Mais mes chers amis, avec le MoDem, je vous en conjure, nous n'avons pas besoin d'un organigramme nouveau avec des présidents, des coprésidents, des secrétaires généraux. Nous avons simplement, à mon sens, besoin qu'avec tous les centristes, nous réfléchissions aux grands sujets qui traversent la société française. C'est, je crois, le chemin raisonnable et certainement pas plus que cela pour le moment. Unis, démocrates et indépendants, et j'aborde le dernier sujet que nous aimons tous, qui est la question de la présidentielle. Ma conviction, et Dieu sait pourtant que j'ai payé pour ça, c'est qu'il faut tout faire. Je suis d'accord avec vous, ou avec Jean-Christophe, de ce qu'il disait ce matin, ou ce qu'on a pu avoir comme conversation, tout faire pour en avoir un candidat. Ou une, pardon, merde. Mais tout faire ne veut pas dire faire n'importe quoi. Je dis que nous devons tout faire pour en avoir un ou une, mais tout faire ne veut pas dire faire n'importe quoi. La première, c'est que je voudrais simplement partager 2 choses avec vous. La première chose, c'est que si la présidence de l'UDI, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs ce matin tous ensemble, si la présidence de l'UDI devient une affaire personnelle autour de la présidentielle, je vous le dis clairement, l'UDI sera morte. C'est aussi simple que ça. La présidence de l'UDI, ça ne résume pas l'élection présidentielle, ce n'est pas la même étape. Il ne faut pas confondre mettre un parti en capacité de présenter un candidat pour la présidentielle, ce qui est le job du futur président de l'UDI, et ensuite décider collectivement d'une candidature et des moyens de sa sélection. Ça, c'est le boulot du président de l'UDI du mois d'octobre. Et ce sont 2 étapes distinctes et ce sont 2 étapes différentes. La seconde chose que je sais, même si je sais que ça énerve notamment les jeunes, c'est que le poids du Front National nous imposera de regarder les choses avec lucidité autour de 3 questions. Première question, a-t-on un candidat crédible? A-t-on un candidat crédible? Deuxième question, risque-t-on de faire éliminer notre camp au second tour de l'élection présidentielle? Troisième question, quelle capacité a-t-on de peser dans le cadre des primaires afin qu'à l'issue des législatives, nous soyons incontournables au sein de la majorité? Et Jean-Christophe a raison. Pourquoi nous avons été si malheureux durant les périodes précédentes, c'est que nous n'avions pas la clé au Parlement et que la réalité, c'est que notre objectif doit être de faire en sorte que l'UMP ne puisse pas diriger et décider seul contre tout le monde. C'est ça le sujet central. Pourquoi nous n'avons pas réussi à imposer la TVA sociale durant 4 ans et demi dans les débats parlementaires? C'est parce que l'UMP n'avait besoin de personne pour faire sa majorité et pour décider de l'avenir du pays. Eh bien, c'est ça qui doit être notre premier objectif, c'est qu'il ne peut pas y avoir de majorité sans nous, d'où l'importance d'être en capacité de présenter, comme tu l'as souvent dit, Yves, 100 ou 150 candidats aux élections législatives. Et je vous dis, si on perd de vue ces différents critères,
eh bien, c'est l'IDI qui se perdra dans les débats politiques futurs. Alors, en conclusion, mes chers amis, vous le savez bien, la politique n'est pas un système stable, mais un processus permanent de transformation. L'UDI a besoin d'un visage, elle en a déjà un, elle en aura un second. Vous déciderez bientôt lequel. Elle a besoin d'un projet, nous le construirons ensemble. Elle a besoin d'un élan, il est ici, dans cette salle, vous l'incarnerez et il ne s'arrêtera pas. Je vous remercie.